Allô tout le monde, bienvenue à notre tout premier balado devant public, notre balado qui s'appelle C'est dans ta tête de notre organisme Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Habituellement, à chaque balado, on a toujours une thématique en lien avec notre batterie des 7 astuces pour prendre soin de soi. Et aujourd'hui, c'était plus particulièrement sur l'astuce s'accepter. S'accepter, dans le fond, c'est de s'aimer, de reconnaître nos forces, notre potentiel, puis de se donner le droit à l'erreur aussi, puis de s'ouvrir à l'autre. Et d'ailleurs, justement, le 13 mars de chaque année, c'est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et on va lancer cette campagne-là, S'accepter. C'est notre prochaine campagne annuelle qu'on va lancer sur le sujet. Et aujourd'hui, on est avec Dr. Liliana Romero. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Content d'être là ce soir avec ce beau public. Merci. Merci. Puis là, c'est ça, tu sais, on va creuser un peu plus sur la thématique de la connaissance de soi. Parce que, tu sais, s'accepter, ça englobe vraiment beaucoup de sous-thématiques. Ça peut être par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi, l'identité, mais là, aujourd'hui, on voulait se concentrer un peu plus sur la connaissance de soi. Et je me disais, tu sais, quoi de mieux de commencer un peu à parler de vous. Tu sais, vous êtes la directrice de la santé publique en Chaudière-Appalaches. En quoi ça consiste au juste, ce rôle-là? Bon, la façon plus facile de définir mon rôle, c'est de dire que je suis le médecin de la population de Chaudière-Appalaches. Vous savez, quand on va à un médecin pour consulter parce qu'on a un petit bobo, c'est une consulte individuelle, c'est une consulte adaptée à une personne. Dans ma fonction, il faut que je vois c'est quoi les facteurs de risque de la population pour tomber malade. Et mon rôle, c'est de promouvoir la santé de la population. Bien sûr, ça inclut la santé mentale, de prévenir les maladies, de prévenir les blessures et de protéger la santé de la population. Donc, c'est comme être un médecin pour tous. Oui, c'est ça. Mais sans cabinet. Je n'ai pas de cabinet. OK. Puis, tu sais, la santé publique, là, des fois, ça peut être un peu méconnu. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi, justement, tout le côté santé publique? La santé publique vise, en termes généraux, à améliorer la qualité de vie des citoyens d'un territoire. Quand on parle d'améliorer la qualité de vie des citoyens, c'est très large parce qu'on touche tous les déterminants sociaux de la santé. Donc, on parle d'éducation, logement, emploi et toutes les autres. On parle aussi de protéger sur des problématiques de santé, des facteurs de risque, que ce soit des risques biologiques, donc toutes les maladies qu'on a connues, les bactéries, les virus, etc., les risques physiques, les radiations, les changements climatiques, et des risques chimiques, comme ça peut être des problèmes de métaux lourds, les plombs, de contamination, que ce soit de l'eau, de l'air. Donc, c'est ça. OK. Et, tu sais, dans votre parcours, vous aviez d'abord été en Colombie, vous étiez en chirurgie plastique, si je ne me trompe pas. Puis là, pouvez-vous justement nous parler un peu de votre parcours, puis qu'est-ce qui a fait que vous avez immigré ici au Canada? Je me définis comme une personne d'un parcours multiple, parce que je ne suis pas le médecin typique de santé publique. J'ai grandi en Colombie, dans une ville près de la mer, Carthagène. Là-bas, j'ai fait mes études comme médecin. Et très tôt dans ma vie, j'étais confrontée à les inégalités sociales de santé. J'étais confrontée à voir la pauvreté, les difficultés de vie
de la population de la ville où j'habitais. Donc, je m'engageais pendant mes études à la Croix-Rouge. Alors, j'ai soutenu les réfugiés qui fuyaient la guerre en Colombie parce que ça fait 40 ans qu'il y a une guerre civile en Colombie. Et qui étaient relocalisés, les enfants qui avaient devenu des enfants soldats. J'ai fait aussi beaucoup de formations, de sensibilisation auprès des personnes démunies. Je me déplaçais parfois à des lieux qui me sont frappés dans mon imaginarium parce que quand on arrive à une maison qui a un sol d'argile, que les murs sont de bois avec d'argile et que les toits se fait de palmiers, on se dit c'est dur. Ouais. Et c'est ce sentiment d'impuissance, de ne pouvoir agir et de ne pouvoir pas changer les choses qui, je pense, m'a encouragé à continuer mon parcours comme médecin. Et ça m'a motivé parce que quand j'ai trouvé ma vocation en santé publique, c'était à cause de ça. OK. Mais je l'ai appris plusieurs années après. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Fait que c'est toute l'expérience de l'aide humanitaire que vous avez pu faire qui vous a emmené plus vers la médecine préventive. Tout à fait, parce que j'ai quitté mon pays, ça fait longtemps, plusieurs années déjà, décennies. J'ai arrivé à l'Argentine et là-bas j'ai étudié chirurgie plastique. J'ai travaillé comme chirurgien plasticien, mais je me sentis que j'étais loin de mes valeurs parfois. OK. Quand j'ai migré au Canada et j'ai eu l'opportunité de refaire mes études, de commencer tout à zéro et de choisir une spécialité. Et j'ai vu qu'ici, c'est une spécialité médicale, la santé publique et la médecine préventive. Alors je me suis dit, voyons, c'est ça que j'attendais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, qu'est-ce qui vous attire le plus dans la médecine préventive? Je pense que c'est la possibilité d'agir en amont, de travailler avec la communauté, de comprendre c'est quoi les besoins, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les cheminements des choses. Et je pense que c'est toujours l'image dans ma tête de ne pas retourner à la maison. Je vais appeler la maison en bois, mais ce n'était pas de bois, mais de ne pas retourner là-bas. Donc, je pense que c'est ça qui m'inspire, parce que quand on parle de pauvreté et de misère humaine, j'ai vu ça. Ouais. Et je ne veux pas répéter ça. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que la population de Chaudière-Appalaches a toutes les conditions nécessaires pour affronter l'adversité et s'en sortir. Et c'est ça, dans la résilience de la population, qu'on peut accompagner, qu'on peut soutenir afin de lui donner tous les outils nécessaires pour agir et pour développer l'empowerment de la population. Oui. Puis justement, tu sais, dans votre parcours, il y a eu toute la question de barrière de la langue aussi, puis du fait que vous avez dû recommencer quasiment votre parcours de médecine au complet. Tu sais, qu'est-ce qui, si on parle justement de connaissance de soi, là, qu'est-ce qui vous a permis d'aller plus loin et de continuer puis de vouloir avancer malgré toutes les embûches qu'il y a pu y avoir, là? Ben, je vous dirais que la connaissance de soi dans ce type de situation est très importante. Parce que quand j'arrivais à Québec, et bien sûr, je ne parlais pas français, donc je ne pouvais pas communiquer. C'était très loin de penser que je pouvais devenir médecin un jour. Alors, moi, je me suis dit qui je suis. Ouais. Et dans ce moment-là, j'ai compris que j'étais personne. Que tout ça que j'avais été dans le passé.
et que je devais commencer de zéro. OK. Et j'ai compris, j'ai accepté que j'étais dans une situation qu'il y avait du choix. Le choix de me plaindre Ouais. et de me dire, ah ben, bon, il faut que je refasse tout. Bon, il faut que j'apprenne le français. Ou le choix de m'accepter, de dire, maintenant, je suis personne. Et si tu veux devenir quelqu'un, il faut que tu t'acceptes. Il faut que tu comprennes qu'il faut étudier, il faut avancer dans la vie. Se développer dans une nouvelle langue, c'est pas facile. Ouais. Le français, c'est une belle langue. J'adore, mais c'est pas facile le français. Je pense que jamais je vais finir d'apprendre le français. J'ai fait des énormes efforts. J'adore mes collaboratrices et chaque fois qu'ils me donnent des expressions de Chaudière-Appalaches, de certains territoires. Je dis, mais répète-moi que je ne comprends pas, mais c'est une belle expression, je veux l'apprendre. Mais en tout cas, j'apprends chaque jour le français encore. Mais si on revient à ce moment-là, je pense que c'était toute l'acceptation de moi-même et de me dire qui je suis et où je veux aller, Ouais. qui m'a permis de passer à travers de cette situation qui n'était pas facile. Mais c'était le pouvoir de résilience, de continuer à avancer aussi. Mais en tout cas, c'est une belle définition aussi de connaissance de soi que vous avez donnée parce que vous avez comme établi c'est quoi mes forces, vous avez misé dessus aussi. Puis, tu sais, malgré justement peut-être les premiers échecs de barrière de la langue, etc., ben, tu sais, vous avez pu dire je vais miser vers l'avant puis je vais continuer aussi, là. Parce que, tu sais, avez-vous une définition à donner, vous, par rapport à la connaissance de soi, ou y a-t-il quelque chose à ajouter par rapport à cette définition-là que vous avez déjà commencé à donner? Ben, je dirais que la connaissance de soi, c'est pas si simple. Ouais. Hein? On est un peu dans la complexité parce que ça demande l'authenticité. Mm-hmm. De ne pas se mentir à soi-même. De ne hein? pas se mentir, de ne pas avoir la masque sociale, d'apprendre qui tu es et de te connaître avec tes forces et tes faiblesses. Et je dirais surtout miser aussi sur les faiblesses. Parce que quand on connaît nos faiblesses, on sait comment les corriger. C'est de se trouver des solutions et se donner des outils pour que ces faiblesses deviennent nos forces. Et dans mon cas, maintenant, je sais que je suis une femme, que je suis migrante et que je ne parle pas bien français. Et oui, peut-être c'est mes faiblesses, mais peut-être aussi sont mes forces. Parce que quand je ne comprends quelque chose, je dis, peux-tu me répéter, me réexpliquer ce que tu viens de me dire? On cherche à comprendre encore On cherche plus à que comprendre. juste... Oui, c'est ça. Puis, en quoi, justement, la connaissance de soi, ça vous apporte encore à ce jour, même dans le cadre de votre travail? En quoi c'est important, ça, la connaissance de soi? C'est très important, surtout que je suis gestionnaire. Oui, je suis médecin, mais je suis gestionnaire. Oui. Ça m'apporte beaucoup parce que je pense que le principal attribut quand on travaille avec des personnes, quand on est en constante interaction humaine, c'est de bien se connaître, de savoir on s'en va où pour mieux prendre des décisions. Parce qu'il faut apprendre à se dire oui et à se dire non. Et à faire la même chose avec les autres. Si je vais à une situation, par exemple, régulière d'une personne qui est toujours dans les médias sociaux, par exemple,
Ça arrive le moment que la personne est perdue, il ne comprend pas c'est quoi la réalité et c'est quoi la fantaisie, je dirais, des Ouais. médias sociaux. Donc la personne peut être perdue. Mais si la personne se connaît, il prend le temps de s'écouter, prend le temps de se dire où je suis et qui je suis, et de faire un petit peu d'introspection, dans ce moment-là, la réalité, c'est plus clair. Oui, parce que les réseaux sociaux, c'est vrai que ça amène une autre dynamique, hein, Mm. plus de comparaison facile avec les autres. Puis justement, si on a une moins bonne connaissance de soi, une estime de soi un peu plus faible, c'est pas toujours évident, là. Ça amène beaucoup de pression, de performance. Puis c'est vrai que c'est pas toujours. Mm. Oui, et ce qu'on voit parfois dans les médias sociaux, c'est pas tout réel, hein. Non, c'est ça. Donc, vouloir, je sais pas, devenir belle ou voyager ou avoir des choses qu'ont les autres, C'est la popularité c'est instantanée. ça, c'est Ouais. ça. Et c'est pas les talons, Non, c'est ça. c'est pas les standards, oui. Mm. Mm. Puis, est-ce qu'il est arrivé au travers de votre parcours une personne en particulier qui vous a marqué dans votre parcours ou qui vous a aidé peut-être à cerner plus vos forces ou pour mieux vous connaître, vous? Dans mon parcours de vie, c'est sûr que je dois remercier mes parents, il faut le Ouais. dire. J'ai eu des parents qui étaient très soutenants dans ma vie, qui toujours ont su comment me montrer le bon chemin, je dirais, de favoriser ma prise de décision, mais de me donner les outils pour me montrer le chemin. Je dirais aussi que j'ai eu la chance, quand j'ai arrivé à Québec, de trouver des professeurs qui peut-être ont vu, je ne sais pas, quelque chose en moi et qui me sont encouragés, qui me sont motivés à poursuivre malgré les échecs. OK. Puis, justement, le fait de bien vous connaître, j'imagine que ça a eu un grand impact sur toutes vos relations interpersonnelles aussi. Oui, 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 c'est très important, c'est très important. Quand on se connaît bien, on peut savoir c'est quoi nos forces, nos faiblesses dans les relations avec les autres. Et je pense que ça c'était très important et très valorisant aussi, parce qu'il faut connaître ses limites dans les relations avec les autres personnes. Ça nous aide à mieux communiquer aussi. Si jamais il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on est capable peut-être de mieux s'affirmer tout en respectant soi-même et en respectant l'autre aussi, hein. Tout à fait. Puis, en ayant connu justement différentes cultures, est-ce que ça vous a aidé à mieux vous connaître puis à forger votre identité? Ben, je pense que tous les bagages que j'ai eu de connaissances de différents lieux, de différentes cultures, ça m'a servi surtout à comparer les choses, à mettre en perspective les choses. Et peut-être pour moi, parce que parfois ça m'arrive d'avoir des personnes qui rentrent dans mon bureau qui sont avec un stress très grand, très important. Je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation. Je dis, ben, c'est quoi l'urgence? Est-ce qu'il y a des décès? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui change? Non, non. Ben, c'est pas une urgence. Alors, je pense que c'est tout dans la perspective de prioriser les choses, OK. d'apprendre qu'est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'ai besoin de faire de façon immédiate et qu'est-ce que je peux faire plus tard. Et ça fonctionne bien pour le travail, pour la vie personnelle, pour la famille. Quand on apprend c'est quoi nos priorités, on peut gérer mieux. Oui, la perspective est différente, hein, à ce moment-là, effectivement. Ça nous donne un autre angle de vue. Et puis, tu sais, selon vous,
Ça serait quoi les bénéfices d'une bonne connaissance de soi? Je vois que les bénéfices, ça sera surtout, bien sûr, l'authenticité de la personne, euh, soutenir la prise de décision, les bons choix dans la vie. Euh, Ça vous a-tu déjà amené à prendre plus de risques en vous connaissant mieux? Tu sais, sachant c'est où vos limites, ça vous a-tu donné comme le petit plus des fois à aller prendre des risques? oui, parce qu'on connaît les limites. Une fois qu'on connaît les limites, on sait jusqu'à où on peut y aller. Ça nous aide aussi mieux à gérer notre stress. Oui. Parce qu'on connaît notre corps, on écoute notre esprit et on connaît les limites pour dire jusqu'à où je peux y aller sans me sentir que je suis pris dans une tempête après de décider. Oui. Ouais. Ça nous donne un peu plus la vie légère en étant plus réaliste aussi, puis en s'en faisant peut-être un peu moins, faire moins de montagnes avec ce qui nous entoure. On sait un peu plus à quoi s'attendre. Ça devient prévisible, surtout quand on parle de stress, là. Il y a des trucs qu'on peut mieux contrôler, d'autres non. Fait que ça nous amène à moins paniquer, j'imagine, aussi, là, face à l'imprévu. Tout à fait. Et aussi à trouver les bonnes ressources d'aide. Parce que quand on connaît nos limites et nos faiblesses, on peut se trouver tous les outils nécessaires pour s'en sortir. Oui, on a toutes les ressources en dedans de nous. Il suffit de réactiver. Mais c'est un très bon point, ça, d'aller chercher de l'aide en fonction de, par rapport à ça, je suis peut-être moins habilitée à. Puis ça aussi, c'est peut-être un autre bon truc pour comment mieux se connaître, de faire appel à un professionnel de la santé pour nous donner peut-être une vision extérieure aussi. Tout à fait, parce que dans la recherche de connaissance de soi, il y a aussi la recherche du soutien et d'aide, parce que parfois, on peut se connaître, mais une fois qu'on a identifié c'est quoi nos besoins comme individu, comme être humain, la recherche d'aide fait partie de la solution. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être de parler avec une personne qui peut nous soutenir dans les moments. Et bien sûr, il y a toujours les professionnels. Oui, parce que c'est vrai que chacune des personnes peut avoir des besoins différents aussi. Hein? Il y en a qui ont besoin d'être vraiment entourés de beaucoup de gens autour d'eux-mêmes pour se sentir bien puis se sentir ressourcés, alors qu'il y en a pour qui d'autres, ils ont besoin d'une solitude, d'être plus en retrait, puis c'est ça qui va les recharger, mais c'est correct, il n'y a pas de façon meilleure que l'autre là-dessus. C'est en se respectant soi, de se dire, écoute, toi, c'est peut-être comme ça, mais moi, c'est comme ça, tu sais. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, là. On n'a pas à se comparer, finalement. On est tous uniques, là-dessus, là. Et quand on parle de santé mentale, on sait qu'il y a des facteurs qui sont individuels, mais aussi il y a des facteurs environnementaux. Et il faut dire que la plupart des recherches et des études ont démontré que le bon soutien social, c'est un des facteurs qui favorise une bonne santé mentale. Oui. Donc, pas seulement la bonne santé mentale, aussi la qualité de vie. Oui. Parce que c'est beau des fois avoir un soutien autour, tu sais, qu'on dit oui, j'ai des amis, mais autant faut-il qu'ils soient bienveillants autour de nous, tu sais, qu'ils soient bons, parce que si tu as une gang d'amis tout croche, ça sera pas mieux. Oui, c'est le bon soutien. Oui, c'est ça. Avez-vous d'autres trucs pour donner aux gens pour comment mieux se connaître ou peut-être même nous faire part en même temps de vous? Ça a été quoi vos trucs pour mieux vous connaître? Bon, mes trucs pour mieux me connaître, je dirais que j'ai appris à m'écouter. Okay. Et j'ai appris à connaître mon corps, mais aussi mon esprit. J'ai appris aussi qu'il faut prendre du temps pour soi-même.
n'importe si la journée était chargée, si était longue la journée, si la semaine était chargée, il faut se trouver. Parfois, 5 minutes est suffisant Oui. pour se recentrer et revenir à nous, pour mettre en ordre notre tête, Ça n'a nos pas besoin idées. d'être long des fois, hein? Non, Autant non. que parfois on a besoin d'une plus grande pause, autant que juste d'être là avec son café, prendre une petite pause, ça peut être suffisant. Oui. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Quand je sens que j'ai trop de choses, j'ai trop de décisions à prendre, je me mets debout, je dis, je vais prendre 5 minutes et je reviens, je respire, je replace les idées dans ma tête et après ça va bien. Oui. Ben, c'est Ouais. important de se donner ce temps-là parce que des fois, quand on essaie d'en faire trop, de travailler trop longtemps pendant une longue période, on ne sera pas plus productif. Hein? Fait que vaut mieux se donner un pas de recul, comme vous dites, pour se décoller le nez de l'arbre pour voir la forêt en arrière. Là. Tout à fait, il faut parler aussi de... Parce que chaque personne est différente. Hein? Oui. Parfois, c'est l'activité physique, aller faire une petite marche, une course. Parfois, c'est simplement de se lever et regarder à l'extérieur. Ouais. Il y a des personnes aussi qui ont des loisirs, qui peuvent les aider, les soutenir pour être mieux dans sa tête. Oui. Puis, il y a aussi peut-être le fait de faire un bilan, de, parce que tantôt vous dites comment je me sens dans mon corps, mais c'est important aussi de se questionner par rapport à ça, comment je me sens dans mon corps, dans mon cœur, puis dans ma tête, pour justement avoir un bilan un peu plus complet de toutes les sphères qui peuvent nous toucher. Puis, avez-vous d'autres trucs à nous donner? Ben, je dirais que le plus important, c'est de reconnaître les signes, les signaux d'alarme, vraiment, de se donner des limites. Parfois, c'est des limites, selon la situation, des limites quotidiennes. De dire, bon, aujourd'hui, mon objectif de la journée, c'est de prendre les escaliers. Ça, c'est l'objectif de la journée. Parfois, c'est les petits pas et les petites limites qui fonctionnent bien. Oui. Aller une marche à la fois pour pas débouler l'escalier si on va aller trop vite. Tout à fait, oui. Puis, le fait aussi peut-être de cibler nos valeurs qui sont, tu sais, peut-être faire un top 5 de nos valeurs les plus importantes, ça va nous aider à bien nous guider parce que veut pas, c'est ce qui va établir comme les grandes bases de notre vie, les valeurs. Hein? Tout à fait. Les valeurs, c'est comme les drapeaux, je dirais, non? Et c'est ça qui nous mène dans la vie, et d'avoir toujours présent nos valeurs dans chacune de nos actions. Oui, oui. Puis, je sais aussi qu'on avait déjà fait un autre podcast l'année passée sur le journal créatif. Ça aussi, c'est un beau truc pour bien cibler comment je peux me sentir. Parce qu'il y en a qui aiment ça tenir comme un journal intime, mais le journal créatif, ça l'amène comme à une autre sphère un peu plus artistique. Fait que pour ceux qui sont... qui aiment mieux ce côté-là, ça peut être un autre beau truc aussi pour faire le point de sa journée. Fait que c'est en même temps, ça rattache le truc de prendre un moment pour soi. Puis je reviens aussi avec ce truc-là de prendre un moment pour soi. Des fois, on n'est pas obligé de faire quelque chose non plus. T'sais, on peut juste s'accorder un break mental, puis ne rien faire ou tout simplement examiner qu'est-ce qui se passe dehors, regarder le soleil, puis d'être dans la légèreté du moment présent. Hein? On l'oublie de plus en plus, j'ai comme l'impression, avec la société, toute la pression qu'on vit à chaque jour. Et aussi, il y a la pratique de la pleine conscience. Oui. Et la pleine conscience, on peut le faire dans n'importe où et n'importe dans quel moment. C'est juste
ressentir nous sommes où, c'est quoi notre entourage, d'avoir l'attention dans les détails, dans chaque moment, de prendre peut-être une place dans la journée où je dis, bon, maintenant, pendant le dîner, je vais ressentir qu'est-ce que je mange. Oui. Ouais. C'est un autre beau truc, ça aussi. Mais il y a toute une question aussi en lien avec les croyances, hein? Parce que des fois, on peut avoir des croyances plus limitantes. Fait qu'au moins, en les ciblant puis en étant conscient de ça, en regardant tous nos patterns relationnels aussi, puis toutes les façons qu'on a été programmés peut-être dans nos habitudes, ça va nous aider à mieux se connaître si on finit par les cibler. Peut-être un autre truc aussi qui pourrait être très intéressant pour les gens. Je ne sais pas si vous aviez d'autres points à apporter par rapport à la connaissance de soi. Mais je résumerai la connaissance de soi avec l'effet de l'écoute active de notre intérieur, d'être authentique, de ne pas porter la masque sociale et de se connaître avec nos forces, nos faiblesses, les limites. Pour moi, la connaissance de soi aussi, c'est quelque chose qui se développe avec les années. Oui. Et que jamais on finit de se connaître complètement. Ça va se cristalliser peut-être à fur et à mesure qu'on vieillit. Mais il faut savoir que la connaissance de soi est progressive aussi. Alors, on ne doit pas attendre à se connaître dans un jour. C'est ça, il faut quand même être actif dans ce processus-là. Oui, c'est un processus actif qui prend toute la vie parfois. Oui, c'est une question de bien connaître sa propre identité aussi, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos passions. C'est évolutif, effectivement. Oui. Mais merci beaucoup. En tout cas, ça a été très, très intéressant de jaser de ça avec vous. Je ne sais pas si dans la salle, vous aviez des questions pour Dr. Romero en lien avec le sujet de ce soir. Parfois, j'en ai une question. En fait, vous parlez que vous travaillez en amont, mais tout ce volet-là, connaissance de soi, connaître ses limites, est-ce que ça fait partie d'un cursus scolaire? Parce que si on sait qu'on doit l'apprendre de plus en plus jeune, ça va définir nos valeurs, mais ça pourrait être enseigné aux plus jeunes. Il faut que ce soit... Parce qu'on l'apprend, oui, avec le temps, mais si on le sait, nos plus jeunes, on peut les former pour qu'ils se développent avec ce bagage-là, avoir ça en tête en grandissant. Tandis que si on l'apprend plus vieux, c'est là qu'on va avoir une espèce de plus grosse crise existentielle. Tandis que si on grandit avec le fait de réfléchir à ça, ben, au moins ça risque d'être le chemin va être plus facile. Est-ce qu'il y a quelque chose par le côté scolaire qui est envisagé avec la santé publique ou... Mais c'est sûr que ce que vous disiez, c'est très important et c'est bien réel. Parce que parmi les facteurs de risque d'avoir des troubles de santé mentale ou des problématiques de santé mentale, c'est d'avoir des expériences négatives pendant la petite enfance. Petite enfance, c'est de 0 à 5 ans. Donc, ça veut dire que si on apprend à nos enfants, dès la petite enfance, à avoir les outils nécessaires ou les compétences nécessaires, parce que c'est progressif, hein, on ne va pas les donner les toutes à 0, 1 an ou 12 ans. Non? C'est un apprentissage qu'on fait à la maison avec nos enfants de la plus bas âge. Mais que peut-être on devra commencer pour sensibiliser et former nos éducatrices afin de qu'ils continuent à le faire à l'école. C'est sûr que ça appartient plus au ministère de l'Éducation qu'à la santé publique, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup
les niveaux de compétences parentales à travailler afin de que les parents puissent soutenir les enfants dans cette recherche et dans ces connaissances. Puis, je renchérirais avec un petit quelque chose chez nous. Je vais nous vanter un peu. On a le projet de la bande des 7. Dans le fond, on a comme décidé de nos 7 astuces, on a décidé de les transformer pour les tout petits, pour justement les sensibiliser à prendre soin d'eux dès le plus jeune âge. Puis c'est un programme qui va être en 3 volets. Il y a un volet justement pour les parents. On a fait une conférence pour les parents pour qu'ils apprennent à prendre soin d'eux. Parce que c'est les modèles pour les enfants, veut pas. On a le volet aussi pour les éducatrices en service de garde, CPE, école, puis les enseignantes. C'est plus, mettons, primaire, préscolaire, maternelle, pour justement, avec des trousses éducatives, pour qu'ils puissent avoir chacune des astuces, qu'ils fassent des petites activités avec les enfants pour qu'ils apprennent à... que les enfants soient comme éveillés à prendre soin d'eux. C'est clair qu'ils sont peut-être pas tant conscients que c'est ça qu'ils font, là, mais nous, on le sait que c'est ce travail-là qui se fait par en arrière. Et on a aussi une conférence spécifiquement pour les enseignants et les éducatrices pour qu'ils prennent soin d'elles, parce que eux autres aussi, c'est des modèles pour les enfants. Puis on a le volet pour enfants, que ça, c'est un atelier que nous... Kim va aller animer en garderie ou à l'école auprès des tout-petits. C'est des activités justement rattachées à nos 7 astuces pour qu'ils puissent s'éveiller. Fait que, en tout cas, il y a un travail qu'on a starté là-dessus. On est 4. Mais c'est ça. Fait qu'il y a ça. Vous aurez la réponse maintenant. Il y a nous qui avons commencé ce boulot. Bel travail, vraiment. C'est une belle passe à la palette, ça. Sans le savoir, merci. Merci à tous, merci de l'invitation. Vous avez aimé ça? C'était très bien, merci. Oui. Bon, parfait.